Excusez-moi, j'ai oublié d'activer le son. Alors je suis désolé. Bon bah je vais recommencer depuis le début. Alors je suis vraiment désolé. Heureusement que c'était le début. Bon, alors bienvenue dans ce webinaire. Excusez-moi. Alors bonjour à vous, Catherine. Catherine qui me dit que vous allez bien. Écoutez, c'est parfait, merci. Bonjour Pierre-Yves, François Hoffman, Franck. Alors en plus, je vois qu'il y a des gens qui ont quitté le webinaire à cause du son et qui vont essayer de se reconnecter. Alors mille excuses. Voilà. Alors bonjour Huawei, Assi, Catherine. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, Emmanuel, que je salue également, Bruno. Voilà. Plein d'habitués, ça fait plaisir à voir. Voilà. Donc c'est mieux, c'est un peu mieux quand on vous entend, nous dit Bruno. Eh bien écoutez, ça voudrait dire que ma voix vous plaît. Écoutez, ça me fait plaisir. Bon, on passe dans le vif du sujet. L'avertissement gage ce risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte de capital. IG Phone, excusez-moi, un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, donc pour les résumés des séances américaines et asiatiques, on voit qu'on a eu un dollar qui a reculé. À l'inverse, on a eu les marchés actions qui ont progressé avec la surperformance du S&P. Le S&P, c'est assez rare qu'il superforme les trois autres indices. Parce que généralement soit c'est le secteur technologique qui superforme et donc on a le Nasdaq qui est le plus haussier, ou alors on a le secteur technologique, le secteur bancaire pardon qui superforme et dans ce cas-là c'est le Dow Jones qui a tendance à superformer. Là on peut voir que c'est ni le secteur technologique ni le secteur bancaire qui a superformé parce que le Nasdaq a fortement progressé. Les rendements obligataires américains à 10 ans sont restés stables, ce qui veut dire que le marché obligataire américain n'a pas vraiment bougé. Le yen, cette nuit, a progressé avec toutes les autres valeurs, hein, le gold, le nickel, le Hang Seng Index et le MSCI Asia Pacifique. Globalement, en conclusion, hein, on retrouve les mêmes données qu'on avait hier matin, ce qui veut dire qu'on pourrait s'attendre aujourd'hui au même type de configuration qu'on a eu hier, c'est-à-dire une consolidation. Voilà. Pour le calendrier économique, alors on a eu la balance commerciale australienne qui a été publiée en progression. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que soit les importations ont diminué en Australie, ou soit les exportations ont augmenté. Dans tous les cas, la balance commerciale augmente. Ce qui veut dire qu'elle exporte plus qu'elle n'importe. 9h15, donc dans un peu moins de 10 minutes, nous aurons l'inflation suisse qui sera attendue, voilà, et qui sera attendue, pardon, qui sera importante, qui est attendue en légère progression à 0,6%. Enfin, nous aurons le compte rendu de la politique monétaire de la BCE à 13h30, les minutes de la BCE, et également aux États-Unis la balance commerciale à 14h30 qui est attendue, elle, négative, mais en petite amélioration. Moins 42 milliards de dollars contre moins 43,7 milliards de dollars. Voilà, donc 1 milliard de dollars en moins dans la balance commerciale, ce qui veut dire que c'est 1 milliard soit qui n'a pas été importé, ou soit qui est exporté en plus. Voilà. Donc ce qui explique aussi le programme protectionnisme de par exemple Donald Trump, à cause de cette balance commerciale, eh bien ça peut se comprendre que que le pays souhaite améliorer cette balance commerciale pour redevenir dans le positif. Après, étant donné que les États-Unis c'est un des premiers consommateurs mondiaux, eh bien ça semble assez logique que qu'elle ne peut pas subvenir à ses besoins toute seule. Et d'où euh, d'où le fait qu'elle a une balance commerciale négative, ce qui veut dire qu'elle importe plus qu'elle n'exporte. Voilà. Donc ça peut se comprendre, il y a du bon, il y a du moins bon, bien évidemment, mais voilà. Alors donc on me demande une tendance sur le DAX, on va y venir tout de suite. Alors, tac. Donc là, on se met sur 5 jours déjà, on va regarder les tendances du Forex sur 5 jours. Bon, on a le dollar, vous voyez le dollar qui est environ ici. Donc on a l'euro, le yen qui sont passés au-dessus. On a une vraie sous-performance du GBP qui prend des bénéfices, suivi par le MZD. Donc voilà, l'euro, le yen, voilà, ils sont inchangés. L'euro qui fait plus 0,21% face au dollar, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de tendance, hein. Et moi je garde mon biais baissé sur l'euro, pour être honnête avec vous. Alors, on commence les marchés à action cette fois-ci. Donc, le Nikkei, comme vous pouvez voir, qui a reculé cette nuit.
qui a reculé, enfin qui recule en ce moment, pardon, pas pendant que j'avais pris les données. L'Eurostoxx qui ouvre à la baisse. L'Eurostoxx qui ouvre à la baisse. On a un euro qui est haussier, donc qui doit faire pression. Le pétrole est haussier, donc ça devrait soutenir. Et on a les rendements obligataires américains qui sont dans quel état? US 10 ans, plus, il n'y a même pas un point de base en plus. Bon, il n'y a pas vraiment les rendements obligataires américains qui sont inchangés. Donc l'Eurostoxx qui perd un petit peu de terrain ce matin, probablement à cause du climat qui n'est pas très précis ce matin, comme on l'a vu avec les données. On a et de l'aversion et de l'appétit pour risque, on a le yen, le gold qui avance, et on a des marchés actions qui avancent. Donc on n'a pas vraiment de tendance vraiment comment dire, de positionnement du marché. Le marché qui cherche à se diversifier ce matin et hier. Donc l'Eurostoxx recule de moins 0,05%, probablement à cause de ce facteur-là et également à cause de l'euro en intraday qui est haussier. Donc voilà, l'Eurostoxx pour moi, il y a plus de chances qu'il soit baissé qu'haussier ce matin et aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que si on regarde l'Eurostoxx, il a atteint une résistance de momentum à 77,5. Cette résistance de momentum n'a pas été dépassée depuis. Alors là, je suis à 1000 unités, on va se mettre à 10 000. Vous voyez que si on vient, l'Eurostoxx, ce momentum n'a pas été dépassé depuis les années 2000. Regardez. Alors, tac. Voilà. Donc, n'a pas été dépassé depuis ce moment-là. Donc, l'Eurostoxx sous résistance de momentum. Résistance de momentum extrêmement importante. Possible pullback jusqu'à 3557. D'autant plus qu'il est tiré vers le bas, cet Eurostoxx, par l'IBEX en ce moment. Bien qu'il rebondit ce matin. Mais hier, il a été tiré par l'IBEX. L'IBEX qui hier a perdu près de 2%. Le DAX, c'est pareil. La résistance de momentum, elle, n'a pas été dépassée depuis 2015. Comme on peut le voir ici, on a un léger dépassement en 2015. Mais voilà, il reste quand même sous résistance de momentum, ce DAX, ce RSI, pardon. Et en plus, le DAX est sous ses plus hauts. Hier, on a eu un beau doji. Globalement, j'ai plutôt une opinion neutre, voire baissier. Je pense que le DAX peut se replier d'ici les prochaines séances à 12 848. En tout cas, je pense que nous devons attendre que le RSI revienne vers 50 avant de repasser à l'achat. Donc peut-être qu'il reviendra à 50 et que le DAX perdra que 50 points, ou peut-être il perdra 100 points ou plus. Voilà. Ça, c'est difficile d'anticiper de combien de points le DAX va consolider à court terme, enfin retracer. Mais moi, le premier support que je note, c'est les 12 850 points. Le CAC, c'est pareil, on est sous résistance de momentum non dépassée depuis les années 2000, comme on peut constater ici. Donc, voilà, tous les indices européens, quasiment, sont sous résistance de momentum. Et je pense que le CAC peut revenir dans un premier temps à 5330, mais je pense ce qui serait intéressant pour passer à l'achat, pour ceux qui ne sont pas à l'achat, c'est d'attendre que le RSI rebondisse sur 50. Rebondit sur 50 ou près de 50. Hein. S'il rebondit à 55, ouais, c'est à peu près pareil. Donc s'il revient vers 50 et qu'on voit un rebond, par exemple, alors où est-ce qu'on a un équivalent? Voilà, par exemple ici. Ou alors, tac, tac, tac. Voilà, ici on avait une résistance, on est revenu à 50 et on est reparti à la hausse. Bon, c'est pas très propre, c'est pas la configuration que j'aurais aimé vous faire voir, mais j'espère que vous avez compris l'idée. L'idée, c'est d'attendre que le momentum ralentit. Pourquoi? Pour que la tendance soit saine, hein, parce que si on est dans l'excès, le pullback sera extrêmement violent. Donc c'est bien qu'il y ait des moments de retracement sur les tendances, et en plus de cela, ça nous permet de rentrer sur le marché si on est en retard. Voilà, donc le CAC, pour moi, il peut revenir à 5300. Le RSI, s'il revient à 50, peu importe le prix où se situe le prix, si le RSI revient vers 50 et qu'il rebondit, ça sera le moment de passer à l'achat. CAC 5003, c'est beau, nous dit François. Oui, 5003, ça serait vraiment pas mal. Hein. Alors, juste pour savoir quels sont pour vous les déclencheurs pour l'éclatement du bulle, est-ce qu'on en est loin de la part de Philippe? Alors,
Les éléments déclencheurs, il y en a pas mal, hein, Philippe. Sur les marchés actions, alors on a le PER déjà, c'est le ratio des dividendes par rapport au cours des actions. Donc on a déjà ce facteur-là. Par exemple, si on a un rendement trop élevé, c'est-à-dire que l'entreprise donne trop de dividendes par rapport au prix du marché. Pardon, je me trompe de ratio. Le ratio PER, c'est le nombre de bénéfices ou chiffre d'affaires par rapport au prix de l'action. Et si celui-là est trop élevé, eh bien il est dit surévalué. Voilà, par exemple les bulles, le secteur technologique, de manière générale, il a ce ratio beaucoup plus élevé, ce qui explique le fait que beaucoup de personnes disent que c'est une bulle, encore une fois une bulle technologique qui est en train d'apparaître et qu'il n'y a pas de raison que Apple soit aussi haut, etc., etc. Voilà. Donc on a déjà ce ratio qui est pour moi un des arguments. Après, nous avons le graphique mensuel. Graphique mensuel qui est extrêmement important pour moi pour signaler des bulles. Je pense que les bulles, les remarquer sur des graphiques journaliers, ce n'est pas possible, tout simplement parce que c'est trop court terme. Voilà. Néanmoins, voilà, on est sur le graphique mensuel, on regarde le Nasdaq, et bien, pour une bulle, on a tout simplement une divergence. Une divergence, certes, elle va être un petit peu en retard, mais regardez, là on est sur le Nasdaq. Alors une bulle technologique dans les années 2000, là on avait une divergence, une légère divergence, je vous l'accorde. Maintenant si on se met sur le graphique hebdomadaire, non ça ne nous a pas vraiment aidé. Mais en tout cas, pardon, on va plutôt se mettre sur le S&P 500, on va sur le S&P 500, je sais qu'elle est assez intéressante cette divergence. Voilà, on est sur le S&P 500, on peut voir clairement cette bulle, regardez. Enfin cette bulle. Vous appelez ça comme vous voulez, hein, retracement, bulle, voilà. Donc il n'y a pas vraiment. Enfin c'est un peu relatif de dire une bulle. Mais bon. Parce qu'une bulle ça peut être appliqué à tout, hein. Donc là on a une divergence baissière. Tac tac, ici on a une divergence baissière. Vous voyez, point haut de plus en plus bas, point haut de plus en plus haut. Donc, divergence baissière qui est validée à ce moment-là en janvier 2008. Donc ça affiche un petit peu en retard. Mais sinon, si on veut suivre l'état d'une bulle, c'est-à-dire que on était tout au long de ces tendances-là, vous voyez, on était là, imaginons qu'il y avait déjà des gens qui disaient que c'était une bulle, eh bien ceux qui le regardaient, c'était probablement la surperformance d'un secteur par rapport au benchmark qui est le S&P 500. Si le secteur technologique progressait beaucoup trop vite par rapport au S&P 500 pendant beaucoup trop longtemps, ça pouvait être considéré comme une bulle. Une bulle, c'est assez relatif de dire une bulle, hein. C'est pas quelque chose, c'est un fait une fois qu'elle a été déclenchée. Mais une fois que c'est déclenché, c'est trop tard. Donc c'est un peu facile de dire que c'est une bulle après que ça a été après que la bulle a explosé. Maintenant, prévoir une bulle, c'est relatif. Quelqu'un peut dire qu'il y a une bulle sur le secteur technologique, tant qu'il le justifie, tant qu'il l'argumente, pourquoi pas. Voilà. D'autres peuvent le dire sur un autre secteur, etc., etc. La plus connue, la plus prononcée en ce moment, c'est le secteur technologique, parce qu'on a des valeurs qui sont extrêmement élevées avec parfois un rendement qui n'est un rendement boursier qui n'est pas forcément justifiable, et on appelle ça de l'euphorie, et l'euphorie c'est une bulle. Voilà, donc c'est un petit peu relatif. D'un point de vue technique, l'analyse technique de toute façon nous donne que des signaux en retard, donc ça on le sait, hein, ça fait partie de l'analyse technique. Pour les bulles, pour valider une bulle, pour moi l'explosion d'une bulle, ça va être les divergences avec le RSI, avec le stochastique, le MACD, ce que vous voulez, tous les oscillateurs affichent des divergences. Donc avec n'importe quel oscillateur, vous allez avoir des divergences qui vont pouvoir, sur le graphique mensuel, vous donner l'état d'une bulle. Maintenant, pour anticiper une bulle, pour moi, c'est plus le fondamental qui va le justifier, dont ce ratio que j'aurai l'occasion d'ailleurs. Voilà, je vais noter cela sur un bout de papier. Alors, laissez-moi juste un petit instant. Alors, je vais marquer ça sur un bloc-notes, voilà, pour ne pas que j'oublie. Donc, voilà, donc c'est pas que pour les bulles, hein, ce ratio PER, hein, c'est pour beaucoup de stratégies d'investissement, mais
mais ça pourrait être intéressant que je fasse un webinaire éducatif là-dessus. Voilà. Donc merci à vous pour cette question, Philippe. J'espère avoir répondu à votre question, mais honnêtement, ça prendrait 20 minutes à y répondre correctement. Et, voilà, donc je préfère en faire un webinaire éducatif si ça ne dérange pas. Franck, les positions sur IG sur euro-dollar, les particuliers sont acheteurs ou vendeurs pour la majorité. Alors, on regarde cela. IG client, voilà. Euro-USD, majoritairement vendeur, avec une augmentation des positions vendeuses et une diminution des positions acheteuses. Ce qui veut dire que on a un potentiel qui est haussier. Donc là, on a deux signaux qui viennent de ce RSI, de ce SSI. Et je pense que c'est le seul sentiment qui donne deux signaux. On a le premier signal qui est donné selon la majorité. Si on a une majorité de vendeurs, alors on va favoriser les positions acheteuses. Et si on a une majorité de positions acheteuses, on va favoriser les positions vendeuses. Ça, c'est le premier signal, c'est le signal basique. À cela est couplé un autre algorithme, j'ai envie de dire, qui est la différence des positions à court et moyen terme, c'est-à-dire la différence des positions depuis hier et depuis une semaine. Et selon le changement des positions des traders à court terme, eh bien, ça va nous donner un biais de court terme. Donc là, on a le biais haussier parce que, eh bien, il y a une majorité de vendeurs. Donc ça, c'est le biais, la tendance de fond. Mais sinon, on peut voir qu'on a un biais mitigé. Pourquoi? Parce que les traders, alors, sont plus vendeurs qu'hier. Plus vendeurs hier et la semaine dernière. Et la combinaison du sentiment actuel donne pardon, un biais mitigé. Alors, ah non, pardon. Pardon, un sentiment haussier. Pardon, excusez-moi, j'avais pas vu le bullish. Donc, étant donné qu'on a de plus en plus de positions vendeuses à court depuis la semaine dernière et depuis hier, alors le sentiment est fortement haussier sur l'euro-dollar. En fait, ce qui est important également, c'est ce graphique qui va donner le deuxième signal. Et on regarde l'euro-dollar qui est ici. Et on voit que les positions vendeuses, donc le rose, hein, l'espèce de bougie rose, c'est l'évolution des positions vendeuses depuis hier. Et en rouge foncé, c'est l'évolution des positions vendeuses depuis la semaine dernière. Et on peut voir clairement que les positions vendeuses augmentent depuis hier et depuis la semaine dernière. Ce qui donne un sentiment haussier. Voilà. Donc à court terme, c'est haussier et à moyen terme, c'est haussier. Voilà. CAC 5003, oui. ID Trading pour la journée, SVP 21 de la part de Catherine. Alors je vais y venir tout de suite. Philippe, très bien. François, GBP USD. Alors, je reviens sur la plateforme. Donc on a fait CAC, DAX, Eurostox, l'IBEX, on y arrive vite fait, on sait je sais pas sur le Forex. Hein. L'IBEX et le FTSE. L'IBEX et le FTSE. Donc l'IBEX, voilà, touchette à 10 000 points hier, on est passé en dessous ce matin, ça rebondit. Théoriquement, ça peut aller plus bas en raison du référendum. À moyen long terme, vous connaissez mon opinion. Mon opinion est plutôt haussier, à part s'il y a une réelle facture entre la Catalogne et l'Espagne. Dans ce cas-là, l'IBEX pourrait s'enfoncer. Mais dans le cas contraire, si on est plutôt optimiste dans les négociations qui vont suivre, hein, dans les discussions, alors l'IBEX devrait rebondir. Voilà. Je vous rappelle encore une fois, hein, je l'ai déjà dit tout au long de la semaine, mais on a le Brexit qui a eu lieu et depuis le FTSE a progressé de plus de 20%, enfin près de 20%. Donald Trump, avec tous les analystes qui disaient que le marché allait s'effondrer, enfin le marché allait retracer, peut-être pas s'effondrer, mais retracer, et bien depuis le Dow il fait plus 20 ou plus 30%, je ne sais plus, etc. etc. Donc bref, on a eu un tas de raisons de vendre les marchés actions depuis un an, et depuis un an les marchés actions n'ont jamais été aussi hauts. Voilà, donc faut garder ça en tête. Je ne dis pas qu'il faut acheter aveuglement, hein, les marchés actions, loin de là, mais faut pas non plus, faut être prudent sur les ventes. Voilà, parce que le marché n'est peut-être pas très rationnel en ce moment. Voilà. Donc pour moi, l'IBEX, à la rigueur, le plus sûr, c'est d'attendre un signal technique, parce qu'un signal technique, comme on l'a dit, c'est un signal qui est latent, qui a un retard, ce qui veut dire que ça va confirmer, ça va donner un signal un peu plus important. Là, l'IBEX c'est à 10 020, pardon, on n'a pas de divergence
sur le RSI à 4 heures, on n'a pas de divergence sur le RSI journalier, donc pour le moment, le mieux, je pense, c'est de rester neutre, tout simplement. On passe sur le Forex, alors le DXY qui se replie depuis 2 jours. Actuellement, depuis la séance européenne, pardon, le DXY retrace, ce qui profite à tous les devises majeures, comme l'euro, le GBP, etc., etc. Pour ma part, le dollar, je pense, mais c'est ce que j'ai indiqué dans mes webinaires, il me semble, je pense que le dollar va attendre le NFP avant soit de rebondir ou soit de casser ce support. Là, il est en consolidation, il y a une prise de bénéfice. Je vous rappelle que le DXY a fait 3 semaines consécutives de hausse. Vous voyez, 1, 2, 3, et là on enchaîne un quatrième. On a dépassé la moyenne mobile à 200 semaines, donc c'est tout à fait normal que nous ayons une consolidation sur le DXY. Maintenant, on peut voir que le momentum est majoritairement acheteur. On n'a pas un repli du RSI sous 50. On n'a pas une cassure de la moyenne mobile à 50 jours. Théoriquement, la tendance, elle est haussière à court terme. Maintenant, oui, on a une consolidation et probablement jusqu'au NFP. C'est un petit peu ce qu'on remarque à chaque NFP. Eh bien, on a une consolidation. Regardez le dernier NFP, le vendredi 4 août. On avait une petite consolidation, voilà, petit retracement, vous appelez ça comme moi j'appelle ça une consolidation étant donné, vu l'état des chandeliers par rapport à la semaine précédente, vous voyez, on a plutôt une consolidation. En juillet, le vendredi, voilà. Le vendredi, on avait donc le NFP et 2 jours avant, on avait la consolidation. On regarde en juin. Vendredi 2 juin, donc forcément on n'a pas eu le temps de consolider étant donné que c'était le début de semaine. Vendredi 2 juin, c'était le deuxième jour de la semaine. Bon, en mai, qu'est-ce qu'on a? Le 5 mai, bon, c'était un peu agité, mais on peut voir quand même qu'on avait une consolidation en début de semaine. Bon, voilà, personnellement, moi ce que je constate, et de par mes observations que j'ai pu réaliser depuis maintenant pas mal de temps, c'est tout à fait normal qu'on ait une consolidation avant le NFP. Et pour moi, ça ne remet ni en cause la tendance haussière et ni la tendance de fond qui est baissière. Voilà. Je reste tout simplement neutre avant le NFP et après le NFP, on aura probablement une nouvelle impulsion, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Voilà. Avec le NFP, soit on repassera sous ce support et dans ce cas, l'objectif sera cette moyenne mobile à 50 jours, ou soit on repartira à la hausse et ça sera direction la résistance à 94,70 points. Voilà, donc c'est qui tout double. Donc l'euro-dollar, en attendant, eh bien, il respire, étant donné que le DXY est légèrement baissier, voilà, il consolide, eh bien, l'euro progresse. Maintenant, comme vous le savez, tout va dépendre du NFP. Moi, je garde mon billet baissier. Pourquoi? Eh bien, parce que d'un point de vue fondamental, on a une probabilité d'une hausse des taux qui a encore une marge de progression. Actuellement, la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en décembre est de 70%. C'est-à-dire que d'ici, il y a encore 2 mois, un peu plus de 2 mois avant que la prochaine décision des taux de la Fed, qui sera le 12-13 décembre prochain. Donc d'ici 2 mois, la probabilité d'une hausse des taux a le temps d'augmenter, ou même diminuer. Mais bon, il y a plus de chances qu'elle l'augmente. Et donc si la probabilité augmente, on a un dollar qui va être haussier, parce que le marché intégrera la probabilité dans le prix. Il va pricer l'annonce. Voilà. Donc moi j'ai plutôt un avis positif pour cette probabilité d'une hausse des taux. Plutôt un avis positif et voilà, ça me semble, c'est mon explication pour que l'euro-dollar baisse à 1,15. Si la probabilité baisse, eh bien le scénario sera invalidé. Voilà, donc à court terme, aujourd'hui, je pense qu'on a plus de chances de voir un euro qui est haussier. S'il est haussier, ça sera un objectif jusqu'au seuil psychologique à 1,18. À moyen terme, je garde mon biais baissier jusqu'à 1,15. Quand je dis du moyen terme, c'est de l'horizon de quelques semaines à un mois. Voilà. Ça peut paraître long comme ça, mais bon, ça représente quand même 400 pips depuis l'annonce du plan. 350 pips ou 400 pips, je ne me souviens plus exactement. Le GBP-USD, bien le GBP qui est en forte prise de bénéfice. Alors, on a l'objectif, cette moyenne mobile à 50 jours qui va bientôt être atteinte. Le RSI, attention, qui arrive sur un niveau de support qui n'a pas été dépassé depuis, voyez, le début de l'année. C'est un support, annuel du RSI. Donc, dès que le RSI viendra
au niveau de 35 tout simplement, sur le graphique journalier, eh bien, faudra regarder si en H4, on n'a pas une divergence haussière. Si le RSI journalier arrive près de 35, que le GBP/USD arrive près de cette moyenne mobile à 50 jours, et qu'on se met sur le graphique 4 heures, et qu'on constate une divergence haussière, ce sera probablement le moment de clôturer les positions vendeuses. Voilà. Donc le GBP, pour moi, c'est encore baissier jusqu'à au moins cette moyenne mobile à 50 jours. En tout cas, tant que le RSI ne forme pas une divergence haussière sur du H4. NZD/USD, toujours, il trouve un niveau de support sur cette mobile à 200 jours. Pas grand chose à dire. Le NZD qui est sous pression à cause du dollar. Donc moi je reste plutôt neutre, voire même baissier sur le NZD/USD. L'USD CAD, consolidation. Voilà, le CAD qui est quand même une devise qui est plutôt qui résiste assez bien comme l'euro en ce moment. Donc le CAD c'est le même topo que l'euro. Je pense qu'il peut consolider, mais que à court terme il peut consolider en attendant le NFP. Mais ensuite, après le NFP, soit le DXY baissera et donc l'USD CAD cassera sa moyenne mobile à 50 jours. Dans ce cas, ce sera un signal baissier. Et avec le NFP, peut-être qui à l'inverse cassera cette résistance, marquera un nouveau plus haut mensuel, et dans ce cas, ce sera un signal aussi. Voilà, donc ça va être petit ou double. En attendant, l'USD4 consolide. Il consolide entre alors environ 1,2550, 1,2520 pardon, et 1,2440. USD Yen, toujours pas de réelle cassure de cette oblique haussière. Ce qu'on attend maintenant, étant donné que visuellement le cours a cassé cette oblique, ce qu'on attend maintenant, c'est un prix de clôture au-dessus. Alors excusez-moi, j'ai une fenêtre ici. Un prix de clôture au-dessus de 112,88. Si on a un chandelier journalier qui clôture au-dessus de 112,88, ça sera un signal haussier, direction 114. Mais je pense d'ores et déjà que l'USD Yen a un potentiel aussi important, malgré le fait que le RSI soit sous cette oblique. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, la probabilité d'une hausse des taux de la Fed, pour moi, je pense c'est la pure spéculation, attention. Mais pour moi, elle a de fortes chances d'augmenter. En tout cas, elle a plus de chances d'augmenter que de baisser. Vu les propos de Janet Yellen et de la Fed, ils ont l'air quand même très confiants. Donc, je préfère tabler sur une hausse qu'un statu quo de la Fed en décembre. Et donc, étant donné que l'annonce n'a pas été totalement pricée, le dollar a encore une marge de progression. Et le yen, c'est pas une devise que je vais acheter à part en période d'aversion pour risque, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et ce qui ne devrait pas être le cas pour les prochains mois. Je vous rappelle que le mois le plus avec le plus d'aversion au risque, c'est généralement le mois d'août et de septembre. Voilà. Donc ils ont été passés, normalement on a le champ libre pour de l'appétit pour risque. Bref, l'USD Yen, je suis dessus jusqu'à 114. Mais si on a une cassure au-dessus de la moyenne de 112,88, ça serait un signal qui pourrait conforter ce scénario. Alors, on me demande une stratégie pour aujourd'hui. Stratégie pour aujourd'hui, on va se mettre sur 5 jours. Sur 5 jours, on voit que l'euro superforme. Superforme avec le yen et le CAD. Sur un mois, on a le GBP qui retrace assez bien quand même. Le CAD, le NZD, l'euro qui sont en dessous du dollar. Voilà, le dollar, globalement, pour moi, c'est la devise à acheter en ce moment. Face, donc là, on a le GBP. Donc, s'il y a un scénario ce matin que je devais donner, c'est vendre GBP USD jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours, c'est-à-dire à 1,3150. Donc, il y a une 45 pips à aller chercher, environ. 1,4550, tout en faisant attention à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire attention aux divergences sur du H4, qui pourrait en intraday remettre en cause le scénario. Voilà. Mais pour le moment, on n'en a pas du tout. Regardez, en H4, on n'a pas de divergence baissière, loin de là, il est plutôt orienté à la baisse. Donc on a un potentiel encore qui est baissier. Et donc je rappelle, l'objectif baissier jusqu'à 1,3150. Alors je regarde les questions. Les questions, un mot sur l'euro GBP. Merci pour vos explications. Écoutez, c'est avec plaisir Franck. L'euro GBP progresse. Alors on a cette divergence qui semble bientôt être validée. Voilà, et elle est sur le point, si on clôture aujourd'hui au-dessus de 50, la divergence sera validée.
divergence sera validée et l'objectif sera tossé jusqu'à 0,90. Au moins. Ça sera le premier scénario. Voilà, donc ça peut sembler, comment dire, plus très intéressant de passer à l'achat à ce niveau de prix. Oui et non. Oui et non. Ça peut se comprendre. Maintenant, voilà, on a quand même une vraie belle divergence qui est selon moi très très belle. Pourquoi? Bien parce qu'elle coïncide avec ce niveau de support extrêmement important. Niveau de support technique à 0,8757, 61,8% de retracement de cette tendance, la moyenne mobile à 200 jours. Bref, on a un parfait rebond là-dessus. Donc voilà, c'était vraiment un très beau scénario pour ceux qui l'ont pris à l'achat. Moi, personnellement, je ne l'ai pas pris, j'attendais la divergence. Et vu l'état de l'euro, pour le moment, moi, je suis plus aussi sur l'euro à court terme. Donc, je préfère pas acheter l'euro même face à la livre. Maintenant, ceux qui ont payé l'euro GBP à la moyenne mobile à 200 jours, eh bien, écoutez, c'est félicitations à vous. Et je pense qu'il peut aller jusqu'à 0,90, voire même au-dessus. Mais déjà, 0,90, ce sera un bon point. Faut pas oublier que le dollar, demain, avec un NFP, pourrait faire pression sur l'euro. Donc voilà, faut quand même être assez prudent. Mais en intraday, donc c'est haussier. Et je pense qu'en swing, ça va l'être également. En excluant le NFP, bien évidemment. C'est parce que le NFP, j'ai pas une boule de cristal, je ne peux pas deviner ce que va ressortir le NFP. Donc voilà. En mettant le NFP de côté, l'euro GBP l'euro devrait superformer le GBP. Je dis pas que l'euro est haussier. Je dis que l'euro superforme le GBP. L'euro peut être baissier, mais l'euro GBP peut être haussier. Je vous rappelle que le cours qu'on a ici, c'est pas parce qu'on a une bougie verte que l'euro est haussier. Alors, en fait, c'est un problème enfin, c'est pas assez précis. En fait, l'euro est haussier face au GBP. En fait, l'euro surperforme le GBP. Mais on peut très bien avoir un euro qui est techniquement baissier et avoir un cours qui est haussier. Comment se fait-il? Eh bien, c'est tout simplement que ce que l'on voit devant nous, c'est en fait la surperformance d'un actif par rapport à un autre. Si l'euro est haussier, ça veut dire que si le cours est haussier, pardon, c'est-à-dire que l'euro superforme la livre. Qu'est-ce que veut dire superforme la livre? Eh bien, soit, en fait, elle fait tout simplement une meilleure performance en intraday. Une meilleure performance, elle peut être également négative. Par exemple, si la livre retrace de 0,50% et que l'euro retrace de 0,20%, on est d'accord que l'euro fait un meilleur score que la livre. Et donc, le cours sera haussier. Et pourtant, l'euro en lui-même, l'euro tout seul, est baissier. Voilà. Voilà. Par exemple, on regarde, on peut regarder, tac. Voilà, l'euro-yen, regardez. L'euro-yen est baissier, on est d'accord, moins 0,03%, ce qui veut dire que l'euro sous-performe le yen. Mais pourtant, l'euro GBP est haussier. Voilà, donc ce qu'on a là, c'est pas parce que un cours est haussier que l'euro est haussier. Voilà, c'est un problème de communication, mais en fait c'est un raccourci. Et je pense que tout le monde est au courant de cela. Bref, donc l'euro GBP en intraday c'est haussier. Si vous voulez un objectif intraday, eh bien pourquoi pas 0,8954. Ça me semble assez loin, mais pourquoi pas. Mais sinon, en moyen terme, ce sera 0,90 qu'il faudra aller chercher. Alors, on me demande une analyse sur le footy. Eh bien écoutez, le footy c'est toujours, enfin c'est aussi en ce moment. Je redis comme hier, le footy profite de la faiblesse de la livre en ce moment. On regarde. Alors, comparé à valeur, on va mettre le GBP USD. Hop, non. Voilà. Regardez le point haut. Le point haut qui a été fait sur la livre, c'était à ce moment-là. Voilà, le doji, 17 septembre. Et on regarde le 17 septembre, le footy ProS. Voilà, donc en fait, on a une corrélation qui est typiquement négative entre le footy et la livre sterling face au GBP USD. Et même face à l'euro GBP, si on regarde l'euro GBP, alors, comparer valeur, euro GBP,
Si on regarde l'euro GBP et le footy, il y a quand même quelque chose. Alors je vais essayer de rendre cela un peu plus propre. Tac. Alors. Alors bon, je pense que je peux faire, c'est le maximum que je puisse faire. Bref, on a quand même une corrélation qui est négative entre la livre et le footy. On a une livre qui se déprécie, on a un footy qui va être haussier. Mais ça c'est pour tous les indices, hein. Que ce soit l'euro ou bon le dollar c'est un petit peu une exception parce que le dollar n'a pas vraiment, je dirais, un impact un peu plus faible sur les indices boursiers, c'est-à-dire que le dollar qui soit haussier ou baissier, de manière générale, ça n'influence pas vraiment le cours. Mais si on regarde la zone euro, on a un euro qui est haussier, on va avoir des indices qui seront fortement sous pression. Voilà. Tac. Donc bref, on a un footy. Moi personnellement, qu'est-ce que je table en intraday? Comme je vous l'ai dit, je pense que le footy, que la livre a encore un potentiel baissier. Ce qui veut dire que le footy devrait progresser. D'autant plus que, regarde le pétrole, il est haussier en intraday. Il est haussier, et les rendements obligataires américains, alors je le regarde, excusez-moi. Alors, rendement obligataire américain, voilà, un point de base en plus, ce qui est plutôt bon. Un point de base, excusez-moi. Un point de base ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal, donc on a de quoi justifier une hausse sur le footy. Et pour moi, donc c'est direction 7500 comme je l'ai dit depuis le début de semaine, mais il y a potentiellement assez de jus pour aller chercher 7528 points. Maintenant, à moyen terme, vous connaissez mon opinion, il est toujours baissier, hein, ça n'a pas changé. On a toujours une divergence baissière sur le hebdomadaire, et je fais confiance à ce graphique hebdomadaire qui donne généralement des jolis signaux. Voilà, regardez par exemple ici, la dernière fois qu'on avait une divergence aussi importante, tac. Donc là, on regarde le RSI, à combien il est 59,44, 56,79. Donc on a une divergence, on a des points hauts de plus en plus bas ici. Alors je vous l'accorde, c'est pas très, ça ne se voit pas beaucoup. Donc on a une divergence ici, parce que on a, donc si on fait au point près, point haut de plus en plus haut, point haut de plus en plus bas. Divergence, et regardez ce qui a suivi. On a une correction de l'ordre de, alors du plus haut au plus bas, hein, 22%. Alors je ne dis pas qu'on aura 22% de baisse, mais voilà, concrètement, il y a une divergence qu'il ne faut pas, peut-être que la divergence ne va pas se valider, peut-être qu'il n'y aura pas, voilà, peut-être qu'elle sera ignorée, mais il ne faut pas négliger le risque. En tout cas, je pense que ce serait une erreur de le négliger. Donc il faut être prudent. Les stratégies haussières, selon moi, devront être adaptées selon l'unité de temps. Donc en ce moment, c'est du court terme. Si on a des stratégies haussières sur le footy, ce sera que sur du court terme. Le facteur déclencheur qui pourra valider cette divergence, pour moi, c'est lorsque le footy, la livre, repartira à la hausse. Dès que le GBP repartira à la hausse, ou que l'euro GBP repartira à la baisse fortement, on a le footy qui sera sous pression, et ça validera la divergence baissière. Voilà. Mais en attendant, on a une livre qui est baissière, qui a encore une marge de baisse, ce qui devrait profiter au footy jusqu'à au moins, je pense, 7500, voire même 7530. Peut-être qu'il marquera même des nouveaux plus hauts, hein, à 7600. C'est possible. Mais bon. En fait, tant que la livre sera baissière, le footy sera sauvegardé cette divergence. Footy se short sur 7128 avec quelques stops. En fait, Philippe, plus que le point idéal, je pense qu'il faut regarder, comme je vous l'ai dit, le footy, hein, la livre. La livre face au dollar et la livre face à l'euro. Si on voit que le footy commence à repartir à la hausse, alors je n'ai pas une bougie haussière, hein, mais je dis vraiment repartir à la hausse, alors ce sera le moment de vendre le footy. Voilà.
Donc voilà, 7128, ça peut être plus haut, tout va dépendre, hein. Ça se trouve la livre, elle va repartir, elle va venir à, imaginons, 1,30, et ceux qui auront vendu à 7528, eh bien seront peut-être bien gênés si le cours revient à 7600. Donc voilà, en fait, au niveau du prix, je ne pourrais pas vous renseigner exactement, mais c'est plutôt au niveau du timing. Le timing, c'est lorsque la livre commencera à se réapprécier. Alors, on me repose une question sur le DAX, alors je vais y répondre. Alors, le DAX, pour résumer un petit peu, parce que pour analyser le DAX, pour également analyser les autres indices pour du moyen terme, le DAX, le RSI, comme vous pouvez constater, est sous une résistance de momentum qui n'a pas été dépassée depuis 2015 pour le DAX. Sur l'Eurostoxx, ça n'a pas été dépassé depuis 2000, et également le CAC. Donc concrètement, les marchés actions européens sont sous résistance de momentum. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la tendance a besoin de retracer, respirer, consolider, vous appelez ça ce que vous avez envie, pour que la tendance soit saine. Jusqu'à où pourrait-il retracer? Je pense qu'il pourrait retracer jusqu'à 12 850. En tout cas, s'il retrace jusqu'à ce niveau de prix-là, pour moi, ça sera un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Voilà. Donc voilà, on a un momentum qui est sous résistance. Dans le meilleur des cas, on devrait connaître une tendance comme hier, c'est-à-dire une hausse de 0,06%, allez, pourquoi pas 0,10, pardon, mais on va pas avoir des chandeliers haussiers. Ou alors, ça serait alertant. Voilà, je dis pas inquiétant, mais alertant, parce que le momentum sera extrêmement élevé, sera au-dessus de 80, ce qui n'a pas été vu sur le DAX depuis, alors, on va y revenir, au-dessus de 80. Voilà. La dernière fois, c'était donc on a eu 99 où on a eu un pic, et je vous rappelle, c'est la bulle technologique. Et ensuite, on avait eu en 2010 où on avait fait un plus haut à 80,48. Voilà, donc si on va trop haut, le RSI, ça pourrait être pénalisant. Voilà, ça pourrait être pénalisant parce qu'en général, quand on a des pics comme cela, regardez, là où il y a un pic, on a dépassé les 79. Donc ça avait continué pendant quelques jours et ensuite on a eu un gros retracement. Ici, on a eu un pic, ensuite on a eu un petit retracement, alors de combien? Alors, du point haut au point bas, on a eu moins 10% quand même, hein. Ici, donc en 2000, bon, donc en 2000, ça avait continué quand même en 2000, regardez, quand on avait cassé les 80, ça avait quand même continué de près de 20, non quand même bien. Alors je vais zoomer. Alors c'est quand même, ça avait bien progressé après la cassure de 80. 79, allez, on va prendre ici. On a quand même progressé de 30%. Mais ensuite, vous voyez pourquoi ce n'est pas sain quand on a un RSI trop élevé. Une fois que le RSI retombe, tôt ou tard il retombe, hein, et bien là, vous voyez que le DAX a quand même perdu 72%. Donc quand on a de toute façon sur les oscillateurs, dès qu'on a des excès, eh bien ça se fait payer sur le prix. Donc j'ai envie de dire, là on est sous une résistance qui a été tapée à de multiples reprises. Et lorsqu'elle a été tapée, on a eu des retracements qui ont été plutôt sains, qui ont été, j'ai envie de dire, pas très inquiétants. Maintenant si on dépasse, certes ça va continuer à être haussier. On pourra, pourquoi pas, repasser à l'achat, mais ça sera alertant parce que on sera dans un excès de momentum, un excès d'euphorie. Et dans ce cas-là, on pourra appeler, Philippe, on pourra appeler ça une bulle. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de dire, je préférerais une baisse sur le DAX pour ne pas que les marchés actions rebaissent de 10 ou 15% ou même 20%, voire plus. Donc voilà. Donc je ne dis pas que je croise les doigts pour qu'il y ait une baisse, mais disons que là on est quand même sur une résistance, d'un point de vue purement technique, on est sous une résistance qui n'est pas souvent dépassée. Donc j'ai envie plutôt de privilégier une baisse du DAX plutôt qu'une hausse. Maintenant si on a une hausse, tant mieux. Enfin tant mieux. On pourra continuer les positions acheteuses, mais sur du moyen long terme, voilà, faudra quand même être prudent. Le Cadienne nous demande François. Alors le Cadienne.
Donc le Cadienne, moi toujours haussier. Hein. Bon, le scénario il a été donné, donc on avait déjà plusieurs scénarios. Hein. Mais là, le dernier scénario sur le Cadienne avait été donné à 90,55, direction 91,64, et qui avait été loupé de 1 pips. Voilà, c'était un petit peu, je ne dirais pas rageant, mais ça fait partie du jeu. Voilà. D'où l'importance de toujours mettre un stop en dessous de la résistance. À chaque résistance que je mets, voilà, à chaque résistance que vous avez, peu importe, résistance ou support, faut pas le mettre au prix exact. Sur un support, si vous êtes vendeur, il faut mettre un stop, un take profit, une limite, une prise de bénéfice au-dessus de votre support. Ça dépend du nombre de pips, mais quelques pips. Et pour une résistance, vous mettez juste en dessous. Parce que là, vous voyez que, eh bien, ceux qui sont à l'achat sur le 4 yens, comme moi, jusqu'à 91, 64, 3, eh bien, vous voyez qu'on a été, eh bien, ça n'a pas vraiment, ça a presque été atteint, voilà. Ça a presque été atteint de même pas un pips. Donc voilà. Donc l'objectif, pardon, c'était 91, 68, et là 91, 64, pardon, de 4 pips, ça n'a pas été atteint. Donc voilà. D'où l'importance de mettre un take profit un petit peu en dessous de la résistance, mais néanmoins, d'un point de vue long terme, le CAD, ça reste une devise qui est haussière, avec un resserrement des taux directeurs, avec un pétrole qui est quand même au-dessus de ses moyennes mobiles à 200 jours, ce qui veut dire que la tendance est haussière sur le pétrole et qui soutient le CAD. Et à l'inverse, on a un yen qui est plutôt baissier, avec une politique monétaire qui sera peut-être encore plus accommodante, étant donné que la BOJ réfléchit à de nouveau à accentuer sa politique monétaire accommodante, déjà ultra accommodante. Donc voilà, les perspectives concrètement sur le CAD, pour moi, elles ne peuvent que être haussières. Voilà, je ne m'inquiète pas. Même si j'aurais aimé qu'il soit atteint le 15 septembre dernier, bon, tant pis, ça fait partie du jeu, c'est arrivé, ça arrivera de nouveau, et voilà, pour moi c'est aussi. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter le Cadienne à ce prix-là? Je pense pas que ce soit le bon moment. Je pense pas que ce soit le bon moment, pour être honnête avec vous. Voilà. Ok, et la livre se réapprécierait si elle repasse quel niveau? Bon, alors c'est relatif, Philippe, c'est relatif, parce que, eh bien, si elle rebondit à ce moment-là et qu'elle repasse au-dessus d'un 33, je vous dirais que la livre repart à la hausse, mais si la livre, là, elle part jusqu'à un 30, eh bien on attendra seulement les 1,31 pour considérer que la livre repart à la hausse. Donc c'est un petit peu relatif, ça dépend où le point bas sera fait. Pour cela, vous pouvez mettre une moyenne mobile à court terme, c'est-à-dire une moyenne mobile à 20 jours. Avec cette moyenne mobile à 20 jours, dès qu'il y aura le croisement, vous pourrez savoir si on a de nouveau une performance de la livre ou non. Et ça sera important de comparer face au dollar et face à l'euro. Voilà, pas que face au dollar, parce que si vous comparez que face à une devise, c'est peut-être que c'est juste le dollar qui sous-performe et pas forcément le GBP qui est haussier. D'accord? Donc c'est important de regarder sur au moins 2 paires pour juger une devise en elle-même, pas simplement un cours. Donc si on regarde une moyenne mobile, si on ajoute une moyenne mobile à 20 jours, 20, voilà, on va la mettre rapidement voilà, oula. Allez en rose. Tac. Fermé. Voilà, c'est le moyenne mobile à 20 jours. On peut considérer que dès qu'on aura cette cassure à la hausse, on pourra passer à l'achat. On pourra passer à la vente sur le footy. Donc dès qu'on aura une cassure à la hausse du GBP USD et dès qu'on aura une cassure à la baisse de l'euro GBP. Voilà, donc ça peut être le signal. Voilà, donc là on a cassé à la hausse, ce qui montre bien que le GBP sous-performe. Mais dès qu'on aura une cassure à la baisse, c'est-à-dire que la livre sous-performera. Donc attendre la cassure à la baisse de la moyenne mobile à 20 jours sur l'euro GBP, attendre la cassure à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours sur le GBP USD. Si on a ces deux contraintes qui sont validées, alors ça sera un signal vendeur sur le FTSE. Voilà, j'espère vous avoir aidé, Philippe. Catherine Ventin, vous avez une formation pour le scalping, merci. Alors on a des articles éducatifs qui a été rédigés pas par moi, hein, pas par moi du tout. On a des articles éducatifs que vous pouvez retrouver sur DailyFX et on a une série, oui, d'articles scalping. Alors, scalping, tac, on a une série de 9 articles qui sont quand même assez massifs et qui sont, j'en ai eu quelques-uns,
parce qu'ils n'ont pas été rédigés par moi, ils ont été rédigés par des analystes américains, Walker England, etc. Et qui, honnêtement, ce n'est pas parce que c'est de Telefix, mais quand même une certaine valeur ajoutée. Je ne dis pas que c'est le Graal, mais si vous voulez connaître, apprendre à scalper, je dirais que c'est un bon point d'entrée, un bon départ de lire ces articles parce qu'il y a quand même pas mal de contenu et c'est pas du contenu rédigé juste pour écrire. Voilà, c'est vraiment c'est réfléchi. Voilà, je vous invite au moins à lire 2 articles. Si ça ne vous correspond pas, eh bien vous pourrez passer à autre chose. Il me semble qu'on a d'autres articles. Donc là, je vous envoie déjà cet article-là qui est le début de la série. Je vais regarder si on a d'autres articles. Tac. Voilà. Scalping. Il me semble qu'on a d'autres, on n'a pas que cette série-là. Bilan, donc ça c'était de Benoît Rousseau en janvier 2016. Donc oui, on a un historique de plus de 5 ans hein, sur les articles. Hein. Vous allez retrouver des articles de pas mal d'analyses que vous connaissez. Hein. J'ai pas besoin de les citer. Le scalping avec l'indicateur MACD qui a été rédigé par James. Bon, voilà. À court terme. Voilà, vous avez 10 pages d'articles sur le scalping, donc honnêtement il y a pas mal de contenu. Scalping Ishimoku de Karen Pelwal que vous connaissez certainement. Voilà, on a quand même pas mal. Il y a beaucoup d'articles éducatifs sur le scalping. Donc voilà, je vous invite à regarder un petit peu, mais cela, la série des 8 ou 9 articles scalping qui a été rédigé par Marc, je ne sais plus comment il s'appelle. Walker England, excusez-moi, je pense à une suite logique vraiment intéressante. Et ensuite, pourquoi pas chercher quelques articles par-ci, par-là, qui peuvent complémenter un petit peu votre la formation. Mais déjà, si vous lisez cette liste d'articles, moi personnellement, j'ai trouvé, j'en ai lu 2-3, et ils sont particulièrement intéressants. Donc voilà, je vous invite à faire autant, et vous pouvez me donner un retour. Hein. Vous pouvez me faire un retour de ces articles pour voir ce qu'il y a à améliorer, etc. Parce que forcément, je peux les modifier. Voilà. Bon, je vois qu'on a pas mal discuté. Merci à vous pour votre attention. Je vais vous donner rendez-vous donc demain, même heure, même salle de trading. Pour ceux qui ne le savent pas, demain après-midi, il y aura également un point de marché spécial NFP que je vous invite à participer. Ce sera avec moi-même. Donc si vous voulez me retrouver pour un webinaire spécial NFP, et bien demain, ce sera à 14h15. Donc j'en aurai un, le webinaire quotidien à 9h, et un autre à 14h15. Donc pour s'y inscrire, je vous envoie le lien. Je vous envoie le lien, et voilà. Merci à vous, excellente journée, et à demain.